Amis de la playlist RAQ, réponse aux questions, bonjour. Je vous rappelle, j'ai démarré cette playlist RAC, qui veut dire réponse aux questions, de façon à pouvoir éventuellement répondre à des questions que certains peuvent poser, de façon, on va dire, plus préparée que ce qu'on peut faire pendant un live. Alors, je dirais, j'en ai reçu beaucoup, des questions, certaines... j'y ai pas répondu et j'y répondrai pas parce que soit sont hors sujet, soit nécessitent des connaissances que je n'ai pas. Voilà, j'ai quand même pas la science infuse. Mais sinon, il y en a d'autres, c'est surtout un peu par manque de temps. Donc ça veut pas dire que je vais pas y répondre. Si vous voyez pas ici la réponse à une question que vous avez posée, mais c'est que je veux dire, il faut prendre le temps et je ferai ça au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, nous allons voir plusieurs questions. Alors la première, c'est une question de Paul S, qui demande quelle est la tolérance finale d'assemblage de résistance série parallèle. En gros, si je mets en série ou en parallèle des résistances de 10%, qu'est-ce que la résistance résultante de cet assemblage, elle sera-t-elle à 10% ou pas? Et qu'est-ce qui se passe aussi si je mets une 10% avec une 5% et tout ça? Alors tout ça, ça peut bien sûr se calculer avec des équations, des mathématiques et tout. Mais bon, je me suis dit, d'abord, je n'ai pas tellement envie de me relancer dans des maths. En plus, j'ai peur que ça fasse quelque chose d'assez ennuyeux. C'est toujours ennuyeux de regarder les équations et des trucs comme ça. Et moi, ce que je fais quand même de plus en plus, dans la mesure où on a la chance maintenant d'avoir des calculateurs puissants et rapides, c'est d'utiliser Excel. Et je me suis dit, je vais faire une petite simulation avec Excel, et puis en faisant varier différents paramètres, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors, allons-y. Alors pour faire ce calcul, je me suis fait un petit tableau Excel très simple, en gros, où ici j'ai pris une valeur de résistance que j'ai appelée la résistance de référence. Voilà, là j'ai mis sa tolérance, donc là en fait j'aurai une résistance de 1K à 10%. Ici, j'ai mis la tolérance des résistances que je vais mettre en série ou en parallèle avec. Ici, donc, ça me montre la valeur actuelle minimum de cette résistance-là avec cette tolérance-là. Alors, pour l'instant, j'ai fait le calcul avec les valeurs des tolérances opposées, c'est-à-dire avec une résistance qui a une tolérance de 10% et dans un sens, on va dire qu'au maximum dans un sens, et l'autre qui va être avec la tolérance opposée, c'est-à-dire avec ici c'est la même, la 10% dans l'autre sens. Et j'ai regardé ça après en faisant différentes valeurs avec les combinaisons pour voir justement si en fonction des valeurs ça changeait ou pas beaucoup le résultat. Donc là en gros j'ai les valeurs que je voudrais avoir. Ici donc j'ai la résistance maximum avec la tolérance, on voit que là je suis à 10%, donc au maximum là je suis à 1, on voit que là si j'augmente, par exemple, si là je me mets à 20%, on voit que ça augmente ici, c'est très simple. Ici, j'ai calculé la résistance idéale que je devrais avoir en parallèle. Je vois que j'ai oublié le P ici, je le rajoute. Voilà, parallèle résistance idéale. Là, celle que j'ai réellement, avec donc cette résistance-là à sa valeur minimum par rapport à sa tolérance, et celle-ci à la valeur maximum. Et là, j'affiche l'écart qu'il y a donc entre la valeur réelle et la valeur idéale. Et j'ai fait la même chose ici pour le montage en série. Et dans tous les cas, j'affiche la tolérance min que j'ai trouvée et max que j'ai trouvé. Alors qu'est-ce qu'on peut voir qui est intéressant? C'est que là, par exemple, si j'ai des résistances, les deux à 10% de tolérance, on voit que l'écart en parallèle va de moins 10% à 10%. C'est-à-dire que la tolérance change en fait un petit peu en fonction des valeurs, mais ne dépasse jamais les tolérances maximum. Alors que, et de même en série, on voit que ça fait exactement la même chose. On sort jamais du plus 10, moins 10, on va dire. Si par exemple je change et je mets deux résistances à 20%, on retrouve toujours que je suis toujours dans ces valeurs-là. Ici. Même si je prends des valeurs assez élevées, des résistances à 50%, ce qui serait déjà pas terrible, on voit qu'on est toujours entre moins 50 et plus 50. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en effet, si je mets des résistances à 1%, on voit que le résultat, à la fin, sera bien de plus ou moins 1% aussi. Donc voilà, le fait de faire ça, ça permet en gros de simuler, on va dire, les valeurs sans avoir à se taper toutes les mathématiques qu'il faudrait faire pour pouvoir calculer ça. Alors là, bien sûr, on pourrait se dire, oui, mais
qu'est-ce qui se passe si c'est pas les mêmes tolérances? Par exemple, si je mets une résistance à 1% avec une résistance à 10%. Là, on voit que ça va changer le min et le max. C'est-à-dire, au minimum, je suis à 1% et au max à 10. Si par contre, j'inverse, c'est-à-dire que là, je fais 10 et 1, bah, là, on retrouve, mais ça inverse, on va dire, le min et le max. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ça veut dire que, si on veut quand même avoir la tolérance la meilleure, on va dire, la plus faible, il faut quand même, on voit bien, prendre dans tous les cas ici des résistances d'avoir de même tolérance. Mais là, on voit quand même quelque chose qui est assez marquant, c'est que selon les rapports de résistance entre elles, on voit que l'écart est très variable. C'est-à-dire que là, on voit que si une résistance à 1% et 10%, là j'ai un écart de 1% qui, avec des grandes valeurs, peut aller jusqu'à 10. Donc voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, et qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tu as pris le cas des valeurs opposées. C'est-à-dire que la résistance de référence est à son min possible, et là, je l'ai fait varier au max. Alors c'est très facile de le changer. C'est qu'ici, au lieu d'ajouter, je vais soustraire. C'est-à-dire qu'on va être dans les deux cas min et min. Donc là, si je refais un petit recopier vers le bas, et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que c'est tout pareil. C'est-à-dire que là, si je suis tout à 20%, tout est à moins 20%. C'est-à-dire que le fait que ça aille dans le même sens, les assemblages vont dans le même sens. Si par contre, là, je change, voilà, encore une fois, on aura ici une variation, en fait, entre le max de la résistance ici, qui a la tolérance la plus forte, et avec là, celle qui a la plus faible. Donc voilà, vous pouvez facilement refaire ce petit tableau Excel, les formules sont très simples à faire, et c'est assez intéressant. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, si on fait des assemblages multiples, est-ce qu'on va avoir la même chose? Alors on va dire oui et non. Généralement, on peut quand même, si je me rappelle bien, c'est vieux, je crois qu'on peut quand même toujours plus ou moins ramener des assemblages de résistance multiples à des associations séries parallèles. Donc ce qui pousserait quand même à penser que quels que soient les assemblages qu'on ait, on retrouve probablement ici les mêmes résultats. Mais bon, je reconnais que j'ai pas fait ici la simulation complète. Voilà, maintenant, honnêtement, il faut quand même faire attention, et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on peut pas généraliser ce raisonnement, dire que si je mets que des résistances à 1%, tout mon montage aura une précision, globale, une tolérance globale de 1%. Ça, c'est absolument pas vrai. Je vous renvoie ici à d'autres vidéos que j'ai fait sur le sujet, celle que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps, la schéma 39 et l'autre. Ce qu'il faut savoir en règle générale quand même, c'est que surtout quand c'est des assemblages comme ça complexes, la seule méthode, assez pratique et rapide pour voir un petit peu la tolérance finale, c'est de faire de la simulation et d'utiliser en effet cette méthode, ce qu'on appelle donc de Monte Carlo, qui va permettre de simuler avec, à peu près toutes les valeurs de tolérance possibles des composants et de regarder un petit peu, les min et les max des déviations à la fin. Alors, une autre question de Francis80, est-ce qu'on peut descendre à 0 volts avec le LM317? Je rappelle que le LM317 est un régulateur qui est réglable, mais en gros s'arrange pour toujours avoir une différence de 1,25 volts entre l'entrée et la sortie. Donc en calculant généralement, un pont diviseur entre la tension de sortie et la masse, et en calculant ça pour qu'il y ait justement 1,25 volts ici par rapport à la tension qu'on veut avoir, on y arrive. Alors bien sûr, on peut comprendre que de base, on ne peut pas descendre à 0 volts. Oui, parce que, en mettant Edge à 0, c'est-à-dire le plus bas possible, j'atteindrai une tension de sortie de 1,25 volts. Alors, il y a quand même des possibilités, et pour ça, il y en a même plein en fait. Il suffit de chercher sur Google voltage down to 0 volt LM317, et vous trouverez pléthore de schémas. Il y en a même, et c'est le cas de ce schéma-là par exemple, qui sont carrément dans les datasheets du composant. Et généralement, quand même, la solution la plus simple est d'avoir une petite source d'alimentation négative, et on le voit ici. On voit le cas où on a ici 7 diodes Zener programmables ici de 1,2 volts
qui est alimenté par moins 10 volts, de façon à faire passer dedans un courant suffisant. C'est-à-dire qu'ici, par rapport à la masse, j'aurais bien moins 1,2 volts. En gros, à peu près les 1,2 volts qu'il faut avoir là. Et là, pour le coup, on comprend que quand ma résistance R2 sera au minimum, j'aurai Edge à moins 1,2 volts. Donc, ce qui fera bien 0 volts par rapport à la masse. Vu que le régulateur, lui, il voudra toujours avoir 1,2 volts entre Edge et Vout. Donc, il fera ça. Attention, il faut pas essayer d'être plus négatif, on va dire, que le roi. Si on peut dire ça comme ça, on pourra pas descendre plus bas que 0 en faisant ça. Et encore, ça donne un 0, je veux dire, qui est pas 0 à 1 millivolt près. Mais enfin, en faisant ça, on peut le faire, sachant que cette source négative ici, elle n'a pas besoin de fournir un gros courant, parce que c'est que, en gros, ici, le courant qui passe, on va dire, dans le pont, à cet endroit-là. Alors quand on a une alim secteur, c'est assez facile, en reprenant une diode, de se faire un petit redressement mono-alternance par exemple, pour avoir une petite tension négative. Alors pour info, on trouve par exemple un schéma comme ça, qui est un schéma très connu, avec deux LN317, de se faire une alimentation de labo, qui va de 0 à 25 volts, et dont le courant est ajustable, la limitation de courant de 0 à 1,5 ampères. On retrouve ici la limitation de courant, qui est très classique, où on voit que en fait la limitation se fait grâce ici à cette résistance shunt, et ici la régulation de tension, et on retrouve ici cette alimentation négative. Ils ont choisi ici, non pas une résistance pour alimenter, je veux dire la référence, mais ils ont choisi un FET à monter en générateur de courant constant, je vous ai déjà montré ça. Et là, on voit que là, ils n'ont pas choisi une Zener comme tout à l'heure, mais ils ont mis deux diodes au silicium en série, donc 0,6, ça fait 1,2. Et on retrouve bien cette tension en fait de 1,2 volts. Et voilà. Bon, après, on retrouve là des diodes, c'est cette diode-là qui est importante pour éviter qu'il y ait... je veux dire, cette partie-là qui devienne plus positive que celle-là, ou truc comme ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que j'ai fait plusieurs alimes de labo avec des LM317. J'en ai toujours été déçu. Ça fait pas des super alimes de labo. J'avais même dans le temps, ça fait très très longtemps, acheté un kit électronique d'une alim double avec des LM317. Et en fait, cette alim a toujours été plus ou moins pourrie. Donc, je dirais, si vous voulez le faire, il y a rien qu'empêche de le faire. Mais honnêtement, faut pas s'attendre finalement à avoir une super alim de labo en faisant ça. Alors une autre question de Pépé le Moco, c'est le pseudo qu'il m'a donné, qui me demande si est-ce qu'avec un circuit qui a une isolation galvanique, il y a toujours cette notion de phase et de neutre, et est-ce que on peut éventuellement toujours se prendre une châtaigne derrière ou pas? Alors, la réponse elle est relativement simple. Je rappelle que voilà typiquement ce qu'on va avoir, c'est-à-dire que là. En entrée, on a le primaire d'un transformateur qui est bien branché entre la phase et le neutre. Et généralement, on a la terre, sachant qu'avec le régime de neutre qu'on a en France, cette terre est reliée au neutre à l'origine du point de distribution. Et je rappelle que le principe de la protection, c'est que si moi, en tant qu'individu, généralement on considère que je suis relié à la terre, si je touche la phase, il y a une partie du courant de la phase ici qui partira dans la terre et puis dans le neutre, ce qui fait que le disjoncteur différentiel, il verra qu'il y a moins de courant qui revient par le neutre que ce qui passe dans la phase et il coupera. Alors derrière un transformateur, donc une isolation galvanique, est-ce qu'on retrouve cette notion de phase et de neutre? En fait, absolument pas. Je veux dire, c'est le principe même de l'isolation galvanique. Ces deux tensions-là, d'un point de vue de celle-ci, elles sont, on va dire, quelque part ce qu'on appelle flottantes. C'est-à-dire que il y a bien sûr ici une tension X entre les deux fils ici, qui peut être plus ou moins élevée que le primaire selon rapport de transformation, mais il n'y en a pas. Ce qui fait qu'en théorie, par rapport à la Terre ici, même, si je mesure par exemple cette tension V1 et V2 par rapport à la Terre, en théorie je devrais trouver 0. Alors si vous le faites, ce montage, et vous le mesurez avec un multimètre, vous ne trouverez pas 0. Et pourquoi? Parce que il y a deux raisons qui font ça. C'est déjà, il y a, je veux dire, les deux enroulements d'un transformateur, ça forme un condensateur. Donc c'est comme si ici il y avait un condensateur, donc le condensateur laisse passer l'alternatif. Donc là, il y a ça, et en même temps, il y a toujours des résistances de fuite, même si elles sont normalement très élevées dans un transformateur. Donc on peut imaginer que quelque part, il y a une résistance très très forte entre
si on va dire ce qu'on appelle la phase, hein, j'avais déjà parlé de ça aussi, hein, en fait en France on appelle ça la phase, mais ça n'a pas tellement de rapport avec cette notion de phase. Et ici, donc si vous mesurez avec un multimètre, c'est qu'il y a une très haute impédance d'entrée, vous trouverez des tensions ici entre les deux. Par contre, si vous baissez l'impédance d'entrée de votre multimètre, hein, pareil, je vous avais montré comment faire un petit accessoire qui fait ça très bien, en fait, vous en trouverez pas, ou si vous en trouvez, il faut vous poser des questions sur, ici, le transformateur. Donc non, c'est le principe du transformateur d'isolement. Derrière un transformateur d'isolement, par rapport à la Terre, il n'y a aucune tension, je veux dire, enfin du moins normalement dangereuse. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Si, par exemple, là, je fais un transformateur 230-230, j'aurais bien un isolement. Par contre, si je touche entre ce fil-là et ce fil-là à la main, là, je vais me prendre toute la bourre. Hein. C'est-à-dire que si le transfo peut donner du courant, je vais avoir une tension. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que derrière un transformateur d'isolement, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger par rapport à la Terre. Entre les deux fils du secondaire, là, il y a potentiellement un danger si la tension ici est élevée. D'ailleurs, faut aussi se dire que les deux côtés ici, ils sont flottants, c'est-à-dire qu'on peut très bien les relier. Il n'y a rien qui m'interdit de relier, par exemple, ce fil-là à la Terre. Et à ce moment-là, j'aurais ici une sortie, mais qui fait que, pour le coup, je perdrai un petit peu l'isolement. C'est-à-dire que si je touche, moi qui suis à la Terre, ce fil-là, là, pour le coup, le courant pourra passer par moi et revenir ici. Donc c'est pas une très bonne idée de faire ça. Il y a même dans le principe, même si ça rime pas à grand chose, je pourrais très bien relier ce fil-là à la phase. Je veux dire, pourquoi pas. Mais c'est pareil, si je fais ça, j'aurai toujours une tension par rapport à la phase ici, mais ça n'a plus tellement de sens au niveau de la protection. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Et je rappelle, toujours au niveau de la sécurité, que les transferts d'isolement, il faut quand même faire attention et qu'il ne faut jamais, mais quand je dis jamais, c'est jamais de chez jamais, brancher un oscilloscope sur un transformateur d'isolement. Parce que là, il y a vraiment danger, je rappelle, pour l'opérateur. Ce qu'on peut faire, éventuellement, même si je ne le conseille pas, c'est de brancher le montage qu'on veut vérifier, par exemple une alimentation, sur un transfo d'isolement. Mais l'oscillo, lui, doit toujours rester à la terre, sachant que de toute façon, je préconise toujours d'utiliser les sondes différentielles, faire des mesures par rapport au secteur, que des transfos d'isolement. Alors, pour finir, une question de Thierry C, qui me dit que dans les années 80, on trouvait pas mal de millivoltmètres alternatifs qui montaient jusqu'à... Il y en avait qui allaient jusqu'à 100 kHz, voire plus. On appelait ça souvent des millivoltmètres de BF, qui permettaient de mesurer de façon assez précise, donc des tensions alternatives, même éventuellement faibles. Alors, elle dit que ça a disparu, est-ce que ça existe en version numérique? Alors, la réponse, elle est oui. Même si maintenant, dans la mesure où tous les oscilloscopes, même ceux d'entrée de gamme, font des mesures relativement précises, je veux dire, des tensions, avec des bandes passantes même meilleures que ça, je veux dire, ça a quand même relativement moins d'intérêt d'avoir de tels appareils que ça. Mais pour info, si vous allez sur Ali, par exemple, ce que j'ai fait ici, et vous tapez millivoltmètre, vous trouvez pas mal de modèles. Par exemple, vous avez le LW322D, ce modèle-là, par exemple, qui est numérique, et à 2 canaux, qui permet aussi de mesurer des décibels, des trucs comme ça. Vous avez ces modèles-là, par exemple celui-ci, là, le TV322, qui permet aussi de faire 2 mesures, ce qui permet aussi éventuellement de faire des comparaisons de mesures, et qui affiche aussi des échelles en dBm, en dB. On retrouve aussi, par exemple, celui-là, alors celui-là, ils l'appellent numérique analogique, ça me fait un peu rigoler. Enfin, je pense que là, avoir ça, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un atténuateur numérique en entrée. Mais voilà, on retrouve ces modèles-là, ici, donc je vois que j'ai foiré ma copie d'écran. J'ai mis 2 fois le même. Mais en fait, c'est pas grave. En fait, il y a un modèle entre le 621 et le 622. Le 621 n'a qu'un canal. Donc, là, c'est comme s'il y avait une des entrées ici en moins. Enfin bon, j'étais un peu vite ici sur mon copier-coller. Enfin donc voilà, donc si on en veut, ça se trouve encore. Pour info, on trouve sur eBay et autres des appareils de réforme, des vieux trucs, on en trouve pas mal, des millivoltmètres comme ça. Alors, attention, très souvent, il y en a qui avaient des sondes spécifiques, et très souvent, on trouve l'appareil, mais on trouve pas la sonde. Ça, c'est assez gênant. Mais c'est sûr que maintenant, honnêtement, avec les oscillos numériques, sauf cas particulier, je vois pas tellement l'intérêt de ce genre d'appareil. Voilà, j'espère que ces réponses vous auront intéressé.
Et pour ma part, ici, il fait toujours très très chaud. Alors normalement, ça devrait commencer à baisser. Je dirais mais ça a un peu baissé quand même, parce que là, je voyais, il faisait 30, 32 là dehors, contre les 38 qu'on avait hier. Et normalement, là ce soir, hein, je rappelle, là je tourne la vidéo, on est samedi 13, ça devrait quand même s'arranger, sachant que j'espérais qu'on n'aura pas des orages trop forts. Mais c'est vrai que c'est pénible, hein. Là, dans mon labo, là je vois il fait toujours 32 là, parce que voilà, il y a une grosse inertie thermique. Enfin bon, j'espère aussi que vous n'entendez pas trop là, mon serveur au-dessus, là, le ventilo tourne à fond, le pauvre. Il fait un peu de bruit, j'espère que ça aura pas trop perturbé la prise de son. Enfin donc voilà, je suis à la moitié de mes vacances, alors j'ai quand même pu faire pas mal de choses que je voulais, en particulier, là, ça y est, j'ai complètement fini de complètement rénover tout mon système vidéo, qui j'espère maintenant me durera assez longtemps. Et alors, pour info d'ailleurs, j'ai même recommandé une caméra Reolink, hein, qui sont vraiment très très bien. Et là où je l'ai mis, elle est beaucoup mieux que celle que j'avais avant. D'ailleurs, j'avais oublié de dire un truc que gère ces caméras, hein, j'avais oublié de le préciser dans ma démonstration, c'est qu'elles sont capables de gérer ce qu'on appelle un serveur FTP, c'est-à-dire que vous pouvez lui dire que quand elle se déclenche, elle détecte quelque chose, et elle envoie sur un serveur FTP dans lequel vous devez mettre bien sûr le nom et le login hein, dans la caméra. Ça lui permet par exemple d'envoyer soit une petite séquence vidéo, soit une photo. Et ça peut être intéressant parce que justement ça permet d'avoir un stockage en dehors de chez vous, mais sur un FTP vous pouvez avoir complètement privé. Vous pouvez très bien prendre des serveurs FTP sur Azure, Amazon, enfin voilà, n'importe quel provider peut faire ça. Et là l'intérêt quand même c'est que c'est en effet même la caméra est pour X raisons détruite avec sa carte SD. Là pour le coup vous aurez quand même les images vu qu'elles sont sauvegardées je veux dire en dehors de votre habitation. Donc voilà, alors je ne sais pas encore sur quoi je vais me mettre, là j'ai plein de sujets à faire, plein de trucs, donc je fais ça un petit peu en fonction de ce que je veux. Alors ce qui est sûr c'est que très bientôt, là j'ai reçu quelque chose que j'ai attendu pendant plus d'un mois, qui était très long à venir, mais un produit de chez Miniware qui, ma foi, m'a assez bluffé. Et ils font toujours des produits d'excellente qualité. Je vous montrerai ça sans doute dans la prochaine vidéo ou celle d'après. À voir. Tiens Maurice, ça va Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Il te faut du courage. Pourquoi il te faut du courage? Parce que tu veux demander la main de Pincette. Oh, pourquoi tu veux demander sa main? Parce que t'en as marre d'utiliser la tienne. Feignant. Bon, enfin voilà, donc là-dessus, que les orages et les incendies et toutes ces saloperies qui nous tombent sur la gueule en ce moment vous épargnent. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos.